Lorsqu'un 4x4 tombe en panne au fond d'un canyon aride de l'Utah, un paysagiste se retrouve piégé dans un monde où l'eau est invisible. Face à une mort certaine par déshydratation, il doit utiliser sa compétence la plus unique, sa capacité à lire le langage secret du désert. Il va transformer la végétation et les pierres en une carte au trésor, et les débris de sa voiture en une machine à créer la vie. Si vous aimez les récits où la connaissance de la nature défie les conditions les plus extrêmes, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde du docteur Étienne Martel s'était rétréci jusqu'à devenir un cube de béton de 6 mètres carrés. Autrefois, son univers était celui des laboratoires de pointe, des salles de conférences internationales et des équations complexes qui dansaient sur des tableaux blancs. Il était un chimiste de renommée mondiale, un virtuose de la synthèse organique, capable de concevoir et de créer des molécules complexes avec l'élégance d'un compositeur. Ses travaux sur les polymères catalytiques lui avaient valu des prix, la reconnaissance de ses pairs et une vie confortable. Aujourd'hui, son monde n'était plus qu'une variation infinie de la couleur grise, le gris du sol en béton poli, le gris des murs en parpaing, le gris de la combinaison de prisonnier et le gris de son âme. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour un crime qu'il n'avait pas commis. Un incendie criminel dans un laboratoire concurrent, une rivalité professionnelle qui avait mal tourné, et une série de preuves circonstancielles habilement manipulées avaient fait de lui le coupable idéal. Son expertise en produits chimiques inflammables, qui avait été la source de sa renommée, était devenue l'arme de sa condamnation. Il avait clamé son innocence, mais le verdict était tombé comme un coup près, l'envoyant à la Citadelle, la prison de très haute sécurité la plus moderne de France. La Citadelle était une merveille d'ingénierie pénitentiaire, une forteresse conçue pour être inéluctable. Construite en béton armé de dernière génération, truffée de capteurs de mouvement, de caméras thermiques et de systèmes de surveillance électronique, elle était une tombe pour les vivants. Chaque aspect de la vie y était contrôlé, mesuré, optimisé pour tuer l'espoir. Les journées d'Étienne se fondaient les unes dans les autres dans une monotonie écrasante. Le réveil avant l'aube par une sonnerie stridente, le petit déjeuner insipide, les heures de travail abrutissant à l'atelier de blanchisserie, la promenade d'une heure dans une cour en béton surmontée de fils barbelés, le dîner silencieux, et enfin, le retour dans sa cellule pour une autre longue nuit. Le plus dur n'était pas la privation de liberté physique, mais la privation de liberté intellectuelle. Son esprit, habitué à jongler avec des concepts complexes, à résoudre des énigmes moléculaires, était en train de s'atrophier dans ce désert de stimuli. Il essayait de le maintenir en vie, se récitant mentalement le tableau périodique des éléments, reconstruisant de mémoire des réactions chimiques complexes, mais c'était une bataille perdue d'avance contre l'ennui et le désespoir. Il passait des heures assis sur sa couchette, à fixer les murs de sa cellule. Il connaissait chaque imperfection, chaque tache, chaque fissure capillaire. Les murs étaient faits de parpaings de béton standard, assemblés avec un mortier industriel. C'était ce mortier qui commença à attirer son attention. C'était un mortier gris, grossier, plein de sable. Il le touchait, sentait sa texture rugueuse sous ses doigts. Il se demandait quelle était sa composition exacte. Ciment Portland, sable, eau, probablement quelques adjuvants pour accélérer la prise. C'était une pensée de chimiste, un réflexe de son ancienne vie. Au début, ce n'était qu'une curiosité passive, une manière de faire passer le temps. Mais peu à peu, cette curiosité se mua en une obsession. Il commença à observer le mortier avec une attention scientifique. Il remarqua comment il réagissait à l'humidité, comment il s'effritait légèrement lorsqu'il le grattait avec son ongle. Il commença à se poser des questions. Quelle était sa résistance à la compression? Quelle était sa composition chimique précise? Et surtout, quelle était sa faiblesse? Chaque substance, il le savait, a un talon d'Achille, un solvant, un acide, une base qui peut la décomposer. Le béton est vulnérable aux acides forts. Mais il n'avait pas d'acide. Il n'avait rien. Il n'était qu'un prisonnier dans une boîte de pierre. Pourtant, l'idée, une fois plantée, commença à germer. Une idée folle, impossible, mais une idée qui, pour la première fois depuis des années, ralluma une petite étincelle dans son esprit. Et si les murs de sa prison n'étaient pas une barrière, mais une équation? Une équation qu'il pouvait, peut-être, résoudre. L'étincelle qui transforma une curiosité passive en un plan d'action concret vint d'un endroit des plus inattendus, la liste des produits disponibles à la cantine de la prison. Une fois par semaine, les détenus pouvaient acheter quelques articles de première nécessité avec le maigre salaire qu'ils gagnaient à l'atelier. La liste était courte, contrôlée, conçue pour éviter que les prisonniers ne puissent se faire du mal ou fabriquer des armes. Il y avait du savon, du dentifrice, du shampoing et une petite sélection de produits de nettoyage de base. Un détergent en poudre, un nettoyant pour sol, un détartrant pour les toilettes et de l'eau de javel. Pour la plupart des prisonniers, ces produits n'étaient que des moyens de maintenir un semblant d'hygiène et de propreté dans leur environnement sordide. Mais pour Étienne,
Cette liste était une pharmacopée, un catalogue de réactifs chimiques. Il la lut, et son esprit de chimiste se mit instantanément au travail, voyant au-delà des noms commerciaux, voyant les molécules. Le savon, des sels d'acide gras, une base faible. Le dentifrice, du carbonate de calcium, un abrasif doux, et du fluorure de sodium. Le détergent en poudre, des phosphates, des tensioactifs, et surtout, du percarbonate de sodium, un agent de blanchiment qui, en présence d'eau, libère du peroxyde d'hydrogène. L'eau de Javel, une solution d'hypochlorite de sodium, un oxydant puissant. Le détartrant, principalement de l'acide citrique ou de l'acide chlorhydrique dilué, un acide. Le nettoyant pour sol, de l'ammoniac et des alcools. Il avait là, sous une forme diluée et impure, une collection de produits chimiques de base, des acides, des bases, des oxydants, des agents complexants. Son cerveau, comme un supercalculateur se réveillant d'une longue veille, commença à combiner ces ingrédients, à imaginer des réactions. Il ne cherchait pas à créer un acide puissant pour dissoudre le béton. Cela serait trop rapide, trop visible, et produirait des vapeurs dangereuses et détectables. Il cherchait quelque chose de plus subtil, de plus élégant. Il cherchait un composé qui s'attaquerait non pas au béton lui-même, mais au liant du mortier, le ciment Portland. Il se souvint de la composition du ciment, principalement des silicates et des aluminates de calcium. Et il se souvint d'une branche de la chimie qu'il avait étudiée dans sa jeunesse, la chimie des agents chélatants. Un agent chélatant est une molécule qui peut se lier très fortement à des ions métalliques, comme le calcium, les arrachant littéralement d'une structure solide pour les maintenir en solution. Il y avait une famille de composés, les aminopolycarboxylates, comme l'ETA, qui étaient des agents chélatants extrêmement puissants pour le calcium. Mais il n'avait pas d'ETA. Il devait le fabriquer. L'idée qui se forma dans son esprit était d'une complexité et d'une audace incroyables. Il allait tenter une synthèse organique en plusieurs étapes, dans sa propre cellule, en utilisant uniquement les produits de la cantine. Le plan était le suivant. Il utiliserait l'ammoniac du nettoyant pour sol comme source d'azote. Il utiliserait le formaldéhyde, qu'il pourrait produire en oxydant le méthanol présent dans certains produits de nettoyage, une réaction dangereuse qu'il devrait maîtriser. Il utiliserait le cyanure, qu'il pourrait, en théorie, synthétiser en petites quantités à partir de réactions complexes impliquant des sucres et de l'ammoniac, une étape extrêmement risquée. En combinant ces précurseurs dans les bonnes conditions, il pourrait synthétiser de l'acide nitrilotriacétique, NTA, un cousin de l'ETA, un agent chélatant puissant. Ce NTA, mélangé à une base forte comme l'hydroxyde de sodium, qu'il pourrait obtenir en électrolysant une solution d'eau salée avec une batterie de fortune, créerait une solution capable de manger lentement et silencieusement le calcium du mortier, le transformant en une poudre friable. C'était un plan d'une ambition folle, un plan qui comportait des dizaines de risques. Chaque étape de la synthèse pouvait mal tourner, produisant des gaz toxiques, des explosions, ou simplement en ne fonctionnant pas. Et il devrait faire tout cela dans le secret le plus absolu, sous la surveillance constante des gardiens. Mais pour la première fois depuis des années, Étienne se sentit vivant. Il avait un problème à résoudre, une énigme intellectuelle digne de son esprit. Il n'était plus une victime passive. Il était un scientifique sur le point de commencer l'expérience la plus importante de sa vie. La prison n'était plus sa prison. C'était devenu son laboratoire. La première étape du plan d'Étienne était la plus délicate, acquérir les ingrédients de sa recette sans éveiller les soupçons. Il ne pouvait pas simplement acheter 10 bouteilles d'eau de Javel et 20 flacons de nettoyant pour sol. Chaque achat à la cantine était enregistré, et une commande aussi inhabituelle aurait immédiatement déclenché une alerte. Il devait être patient, méthodique, et utiliser la psychologie autant que la chimie. Il commença par se construire une réputation. Il devint l'homme le plus propre de son bloc cellulaire. Il passait des heures à nettoyer sa cellule, à récurer le sol, les murs, les toilettes en acier inoxydable, jusqu'à ce qu'il brille. Au début, les gardiens et les autres détenus se moquèrent de lui, de sa maniaquerie. Mais peu à peu, ils s'y habituèrent. Sa consommation légèrement supérieure à la moyenne de produits de nettoyage devint normale, attendue. C'était sa couverture. Chaque semaine, il achetait 1 ou 2 articles différents, variant ses achats, construisant lentement son stock. Il cachait les bouteilles et les poudres dans des endroits ingénieux, derrière une brique descellée dans le mur de ses toilettes, à l'intérieur du matelas de sa couchette, ou en les dissolvant dans des bouteilles d'eau pour les faire passer pour de simples liquides. Il devait aussi se procurer du matériel de laboratoire improvisé. Il utilisa les bouteilles en plastique des boissons gazeuses comme des bêchers et des flacons de réaction. Il cassa le petit miroir de sa cellule pour obtenir un éclat de verre au bord tranchant, qu'il utilisa pour couper et gratter. Il fabriqua une source de chaleur rudimentaire en enroulant du fil de cuivre, récupéré d'un vieux câble électrique,
autour d'une pile qu'il avait obtenue en échange de sa ration de cigarettes. Le processus de synthèse commença, se déroulant la nuit, dans le secret le plus absolu, lorsque les lumières étaient éteintes et que les seuls sons étaient les ronflements de ses voisins de cellule et les pas lointains des gardes en ronde. C'était une chimie de l'ombre, une alchimie de la survie. Chaque réaction était une opération à haut risque. Pour produire du formaldéhyde, il devait faire passer de la vapeur de méthanol sur son fil de cuivre chauffé, une réaction qui produisait des vapeurs toxiques qu'il devait contenir et neutraliser avec un chiffon humide. La synthèse du cyanure était encore plus dangereuse. Il savait qu'une seule erreur, une seule bouffée de gaz cyanure, pouvait le tuer en quelques minutes. Il travaillait avec une lenteur et une précaution extrêmes, son cœur battant à tout rompre, son esprit entièrement concentré sur les réactions qui se déroulaient dans ces bouteilles en plastique. Il n'avait pas d'indicateur de pH, pas de thermomètre. Il se fiait à ses sens, à son expérience. Il jugeait l'avancement d'une réaction à sa couleur, à son odeur subtile, à la chaleur qu'elle dégageait. Il était redevenu le chimiste virtuose qu'il avait été, mais son laboratoire n'était plus fait de verre et d'acier, mais de plastique et de désespoir. Après plusieurs semaines d'expériences nocturnes, de tentatives et d'échecs, il réussit enfin à produire une petite quantité de son composé chélatant, le NTA. C'était une poudre blanche, d'apparence anodine. Il la mélangea ensuite avec de l'hydroxyde de sodium qu'il avait produit, créant une pâte épaisse et légèrement corrosive. Sa recette silencieuse était prête. Il en prit une infime quantité sur le bout de son doigt et la testa sur un petit morceau de mortier qu'il avait réussi à gratter du mur. Il attendit. Au début, rien ne se passa. Puis, après une dizaine de minutes, il vit que le mortier commençait à s'effriter, à se transformer en une poudre fine et sableuse. Ça marchait. Un sourire de triomphe, le premier depuis des années, illumina son visage dans l'obscurité de sa cellule. Il avait créé l'arme de sa libération. Une arme lente, silencieuse, invisible. Une arme parfaite. Avec son composé corrosif prêt, la phase la plus longue et la plus éprouvante psychologiquement du plan d'Étienne commença. Il ne s'agissait plus d'expériences chimiques excitantes et dangereuses, mais d'un travail lent, répétitif et d'une patience quasi surhumaine. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement badigeonner le mur avec sa patte. Cela laisserait des traces évidentes. Il devait être aussi subtil que la réaction chimique elle-même. Il choisit sa cible avec soin. Un joint de mortier unique, situé dans un coin de sa cellule, derrière les toilettes, une zone moins visible pour les gardiens lors de leurs inspections de routine. Il commença son travail, exclusivement la nuit. Son outil d'application était d'une simplicité et d'une ingéniosité remarquables. Il utilisa un long fil qu'il avait patiemment arraché de l'ourlet de sa couverture de prison. Il trempait le fil dans sa petite réserve de pâte corrosive, puis l'insérait délicatement dans la fissure entre deux parpaings, le frottant doucement contre le mortier. Le processus était incroyablement lent. Il ne pouvait appliquer qu'une infime quantité de produit à chaque fois, pour éviter toute coulure ou décoloration visible. Après chaque application, il retirait le fil et le nettoyait méticuleusement. Puis il attendait. Il attendait que le composé agisse, que la réaction chimique fasse son œuvre silencieuse. Il pouvait parfois, en collant son oreille contre le mur, entendre un très léger sifflement, le son des ions calcium qui étaient arrachés à la matrice du ciment. C'était la musique de sa liberté. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Sa vie devint un cycle de patience et de dissimulation. Le jour, il était un prisonnier modèle, effectuant son travail à la blanchisserie sans se plaindre, lisant des livres à la bibliothèque. La nuit, il devenait un alchimiste, un sapeur, attaquant silencieusement les fondations de sa prison. La tension psychologique était immense. Il vivait dans la peur constante d'être découvert. Chaque inspection de cellules inopinées était une source de terreur. Il avait mis au point un système de camouflage ingénieux. Il gardait sa réserve de produits dans une bouteille de shampoing à double fond qu'il avait fabriquée. Et il masquait l'odeur chimique subtile de sa cellule en utilisant de manière excessive le désodorisant bon marché vendu à la cantine. Les gardiens se plaignaient de l'odeur de pain synthétique, mais ne soupçonnaient rien d'autre. Il devait aussi gérer ses interactions avec les autres détenus. Il restait à l'écart, un solitaire, ce qui était à la fois une protection et un risque. Sa solitude le rendait moins susceptible d'être trahi, mais elle le rendait aussi plus suspect. Il y avait un détenu en particulier, un homme nommé le Corbeau, le caïd non officiel du bloc, qui semblait le surveiller. Le Corbeau avait remarqué la routine d'Étienne, sa consommation régulière de produits de nettoyage, sa manière de toujours garder une bouteille de shampoing avec lui. Un soir, il le coinça dans la cour. « Alors, le chimiste, dit-il d'une voix rauque, tu prépares quelque chose de propre, hein? Une nouvelle drogue? Ou quelque chose pour faire sauter les murs ?» Le cœur d'Étienne s'arrêta. Il n'y a, bien sûr,
prétendant qu'il était simplement obsédé par la propreté. Le corbeau ne sembla pas le croire, mais il le laissa tranquille, pour l'instant. Cet incident renforça la paranoïa d'Étienne. Il était engagé dans une partie d'échecs complexe, où chaque mouvement devait être calculé, et où la moindre erreur pouvait le conduire à l'isolement total, ou pire. Mais il ne pouvait pas abandonner. Le travail sur le mur était devenu le centre de son existence, sa seule raison de se lever le matin. Le joint de mortier était son projet, son œuvre d'art, son chemin secret vers la liberté. Et il continuerait, nuit après nuit, fil après fil, molécule après molécule, jusqu'à ce que le mur cède. Alors que les mois s'écoulaient, le travail d'Étienne sur le joint de mortier devint une forme de méditation, une conversation intime avec la matière. Il n'était plus seulement en train d'appliquer un produit chimique, il était en train de sculpter, de modeler, d'écouter. Sa cellule, sa prison, était devenue un organisme vivant dont il apprenait à connaître l'anatomie et le langage. Son sens du toucher, déjà affiné par des années de manipulation de verreries de laboratoire délicates, atteignit un nouveau niveau de sensibilité. La nuit, dans l'obscurité, il passait des heures à simplement toucher le mur, ses doigts explorant le joint de mortier. Il pouvait sentir les changements de texture au niveau microscopique. Au début, le mortier était rugueux, granuleux. Puis, semaine après semaine, il devint plus lisse, plus friable. Il pouvait sentir la matrice de ciment se désagréger, libérant les grains de sable. Il pouvait sentir la progression de la corrosion, non pas en millimètres, mais en microns. Il apprit à lire la pierre. Il pouvait dire, par la simple sensation sous ses doigts, si la réaction de la nuit précédente avait été efficace, si la concentration de son composé était correcte, ou s'il devait l'ajuster. Il était en train de faire du contrôle qualité tactile. Son ouïe devint également un instrument de mesure. Dans le silence de la nuit, il collait son oreille contre le mur, juste à côté du joint. Il pouvait entendre le son de sa création au travail. Ce n'était pas un bruit, mais un murmure, un sifflement presque imperceptible, le son des bulles de gaz d'hydrogène qui se formaient lorsque son composé réagissait avec les impuretés métalliques du ciment. Ce son était la preuve que la réaction était active. Il apprit à en interpréter les variations. Un sifflement plus rapide signifiait une réaction plus vigoureuse. Un son plus faible indiquait que le composé était épuisé et qu'il était temps de faire une nouvelle application. Il était un médecin écoutant le cœur de la pierre avec un stéthoscope invisible. Cette connexion intime avec la matière le changea profondément. Il avait toujours été un homme de l'esprit, un homme de concepts abstraits et d'équations. Ici, il redécouvrait le monde physique, le monde tangible. Il n'était plus seulement un chimiste théoricien. Il était un artisan, un alchimiste. Il se sentait de plus en plus détaché du monde de la prison, de ses routines absurdes, de ses violences latentes. Son véritable monde était ce joint de mortier, cette ligne de quelques millimètres de large qui représentait la frontière entre sa captivité et sa liberté. Il se sentait parfois comme un moine dans un monastère, engagé dans une tâche répétitive et sacrée. Sa cellule n'était plus une prison, c'était son atelier, son lieu de contemplation. Il commença à voir la beauté dans la décomposition, dans le lent effritement de la pierre. C'était un processus naturel, une forme d'entropie qu'il ne faisait qu'accélérer et diriger. Il n'était pas en train de détruire le mur, il était en train de le persuader de s'ouvrir. Il se souvint de ses études sur la géologie, sur la manière dont l'eau, goutte après goutte, peut creuser des canyons dans la roche la plus dure sur des milliers d'années. Il faisait la même chose, mais en accélérant le temps géologique. Il était une rivière chimique, érodant patiemment sa propre voie vers la mer de la liberté. Cette nouvelle perspective lui donna une force mentale immense. Il n'était plus rongé par l'impatience ou la peur. Il était en phase avec le rythme de son travail, un rythme lent, délibéré, inexorable. Il savait qu'il y arriverait. Ce n'était qu'une question de temps. Après près de 6 mois de travail nocturne et silencieux, un événement majeur se produisit. Alors qu'il nettoyait délicatement le joint avec son fil, un petit morceau de mortier, de la taille de son ongle, se détacha et tomba au sol. Étienne se figea, son cœur battant à tout rompre. Il se pencha et, avec des doigts tremblants, il ramassa le petit fragment. Il le porta près de son visage dans la pénombre. C'était la première brèche. La première fissure dans l'armure de sa prison. Il regarda dans le petit trou qu'il avait créé. Il ne vit que de l'obscurité. Mais il sentit quelque chose. Un courant d'air. Froid. Différent de l'air stagnant de sa cellule. Il venait de l'autre côté. Cela confirmait ce qu'il avait espéré, ce que les plans de la prison qu'il avait mémorisés suggéraient. Derrière le mur de sa cellule se trouvait un vide sanitaire, un couloir de service utilisé pour la maintenance des canalisations et des câbles. Ce n'était pas un autre mur de béton. C'était un chemin. Ce petit trou, cette minuscule fenêtre sur l'obscurité,
fut une source de triomphe et de terreur. Le triomphe, car son plan fonctionnait. Il avait prouvé que c'était possible. La terreur, car le trou était maintenant une preuve tangible de son projet d'évasion. C'était un secret qu'il devait cacher à tout prix. Une inspection de cellules, même superficielle, pourrait maintenant le trahir. Il devait trouver un moyen de camoufler son travail. Une fois de plus, son esprit de chimiste se mit au travail. Il avait besoin de créer un mortier de camouflage, une pâte qu'il pourrait utiliser pour boucher le trou pendant la journée et qu'il pourrait retirer facilement la nuit. Il commença à expérimenter avec les matériaux qu'il avait à sa disposition. Il utilisa du savon, qu'il râpa en une poudre fine. Il y ajouta de la poussière qu'il avait balayée dans sa cellule, pour lui donner la couleur grise du mortier. Il y mélangea un peu de mie de pain mâché, qui agissait comme un liant. Il travailla sur la consistance, ajoutant de l'eau goutte à goutte, jusqu'à obtenir une pâte qui avait presque la même texture et la même couleur que le vrai mortier. C'était une création ingénieuse. La pâte, une fois appliquée et séchée, était presque impossible à distinguer du reste du mur. Et le soir, il pouvait simplement l'humidifier légèrement pour la ramollir et la retirer. Il avait créé une porte secrète, une porte faite de savon et de poussière. Le trou devint son obsession. Nuit après nuit, il continuait son travail de corrosion, élargissant lentement la fissure, retirant de petits fragments de mortier qu'il réduisait en poudre et dispersait dans ses toilettes. Le trou grandissait, millimètre par millimètre. Il devint assez grand pour qu'il puisse y glisser un doigt, puis deux. Il pouvait sentir le froid du couloir de service, entendre les bruits lointains des canalisations. C'était une connexion avec le monde caché de la prison, un monde qui lui promettait la liberté. La tension augmentait à chaque jour qui passait. Il vivait sur un fil. Le corbeau, le caïd, continuait de le surveiller, son regard suspicieux s'attardant parfois sur le coin de sa cellule. Les gardiens semblaient plus nerveux, une rumeur de fouille générale imminente circulant dans la prison. Étienne savait qu'il devait accélérer son travail. Mais il ne pouvait pas. La chimie avait son propre rythme, un rythme qu'il ne pouvait pas forcer. Il devait rester patient, méthodique, et faire confiance à son processus. La première fissure n'était que le début. Il devait maintenant transformer cette fissure en une porte. Le plan d'Étienne entra dans sa phase finale. Il ne s'agissait plus seulement de creuser un trou. Il s'agissait de créer une ouverture assez grande pour qu'un homme puisse passer, et de le faire de la manière la plus discrète et la plus structurellement saine possible. Il décida de ne pas essayer de retirer un parpaing entier. Cela risquerait de déstabiliser le mur et de laisser une ouverture rectangulaire, facilement repérable. Il opta pour une solution plus élégante, plus difficile, mais plus sûre. Un cercle. Il allait dissoudre le mortier tout autour d'un point central, créant une ouverture circulaire, comme si elle avait été découpée au laser. Un cercle est une forme structurellement très stable, qui répartit les contraintes de manière uniforme, minimisant le risque d'un effondrement plus large. Et une ouverture circulaire serait plus facile à camoufler. Il commença un nouveau travail, encore plus méticuleux que le précédent. Il ne se contentait plus d'attaquer un seul joint. Il commença à travailler sur les joints verticaux et horizontaux, dessinant lentement un cercle d'environ 60 cm de diamètre. C'était un travail de géomètre, de sculpteur. Il devait être d'une précision absolue. Chaque application de son composé corrosif était calculée. Il utilisait des fils de différentes épaisseurs pour contrôler la largeur de la saignée qu'il créait. Il travailla pendant des mois sur son cercle parfait. Le trou derrière le mur devenait de plus en plus grand, et il pouvait maintenant y passer sa main, puis son bras. Il pouvait sentir la texture des tuyaux et des câbles dans le couloir de service. Il pouvait presque goûter l'air de la liberté. La pression psychologique était à son comble. Il était si proche du but. La tentation de se précipiter, de prendre des risques, était immense. Mais il se força à rester fidèle à sa méthode, la patience, la discrétion, la perfection. Il savait qu'une seule erreur, à ce stade, pouvait anéantir des mois, des années de travail. Finalement, le jour arriva. Après presque 2 ans de travail nocturne, le cercle était complet. Il avait dissous le mortier sur toute la circonférence, sur toute l'épaisseur du mur. Le disque de parpaing au centre n'était plus solidaire du reste du mur. Il était maintenu en place par la simple friction. Il était prêt. Il passa la journée suivante dans un état de méditation tendue. Il ne mangea pas. Il ne parla à personne. Il se préparait mentalement pour l'épreuve à venir. Il passa en revue chaque étape de son plan d'évasion à travers les couloirs de service, un itinéraire qu'il avait mémorisé à partir des plans de la prison. Il attendit la nuit. Il attendit le moment où la prison serait la plus endormie, la plus vulnérable. Vers 2 heures du matin, il se mit au travail.
Il retira son bouchon de camouflage en savon pour la dernière fois. Il passa ses mains dans l'ouverture et poussa doucement le disque de béton. Il y eut un léger bruit de grattement, puis le disque bascula et tomba en silence dans le couloir de service de l'autre côté, où il avait préparé un tas de vieilles couvertures pour amortir le choc. Un cercle parfait, sombre et invitant, s'ouvrait maintenant dans le mur de sa cellule. C'était la plus belle œuvre d'art qu'il ait jamais créée. C'était la porte de sa liberté. Se glisser à travers le trou fut une renaissance. Étienne passa de l'air confiné et familier de sa cellule à l'air froid et métallique du couloir de service. Il était de l'autre côté du mur. Il était dans les entrailles de la prison, un monde caché de tuyaux, de câbles et d'obscurité. Il reboucha le trou de l'extérieur avec le disque de béton, le calant en place pour ne laisser aucune trace visible de son passage. Puis, il commença son voyage final. Il n'avait pas de lumière. Il devait naviguer à l'aveugle, en se fiant à sa mémoire des plans et à son sens du toucher. Le couloir de service était un labyrinthe étroit et poussiéreux. Il devait ramper sous de grosses canalisations, enjamber des faisceaux de câbles électriques. Chaque son était une menace. Le grondement lointain d'un ventilateur, le cliquetis d'une valve, chaque bruit faisait sursauter son cœur. Il se déplaçait avec une lenteur infinie, ses mains explorant le chemin devant lui. Il suivit le couloir principal sur une 50aine de mètres, puis, comme les plans l'indiquaient, il trouva une échelle métallique qui montait. C'était l'échelle qui menait au niveau supérieur, vers les systèmes de ventilation. L'ascension fut éprouvante. Il monta dans une obscurité totale, ses mains glissant sur les barreaux froids. Il passa plusieurs niveaux, entendant les bruits étouffés de la prison endormis à travers les murs. Il arriva enfin à un grand conduit de ventilation horizontale. C'était sa voie express vers l'extérieur. Il se glissa à l'intérieur. Le conduit était large, mais l'air y était vicié et rempli de poussière. Il rampa sur plusieurs centaines de mètres, guidé par le léger courant d'air qui indiquait la direction de la sortie. Il passa au-dessus de la cantine, de la bibliothèque, des bureaux de l'administration. Il était un fantôme se déplaçant dans les veines de la forteresse. Finalement, il vit une faible lueur devant lui. Une grille. La grille de sortie du système de ventilation qui donnait sur le mur d'enceinte extérieure. Il arriva devant la grille. Elle était fixée par de gros boulons. Il sortit le seul outil qu'il avait emporté avec lui, une petite clé à molette qu'il avait fabriquée en martelant une cuillère volée à la cantine. Le métal était tendre, mais il espérait que ce serait suffisant. Il commença à travailler sur les boulons. Ils étaient rouillés, serrés à mort. Il dut utiliser toute sa force, ses mains à vif. Un par un, les boulons cédèrent avec un grincement de protestation. Il poussa la grille. Elle s'ouvrit sur la nuit. Il respira l'air frais de la liberté. Un air qui sentait la terre, les arbres, la pluie. Il se glissa hors du conduit et se retrouva sur le chemin de ronde, au sommet du mur d'enceinte, à plus de 10 mètres du sol. En bas, il y avait la forêt. Il attacha sa corde tressée à un support de la grille et descendit en rappel le long du mur, comme il avait vu faire dans des films. Ses pieds touchèrent le sol. Il était dehors. Il était libre. Il se retourna et regarda la citadelle, une masse sombre et menaçante sous la lune. Il avait passé des années à l'intérieur de ces murs. Mais il n'avait jamais été vraiment prisonnier. Son esprit avait toujours été libre. Et c'est son esprit qui venait de dissoudre la pierre. Il se tourna et s'enfonça dans la forêt, un fantôme disparaissant dans la nuit, laissant derrière lui une cellule vide, et dans le mur, un cercle parfait, le témoignage silencieux d'une évasion impossible.